Ennéa en grec, ça veut dire 9. Et gramme, c'est le schéma. Ça veut dire donc schéma des 9 typologies de la personnalité. Le but de cet ennéagramme, donc 9 typologies placées sur un cercle, avec un triangle à l'intérieur. Ce triangle intérieur, c'est ce qui vient maintenir la cohésion en fait de ces 9 typologies. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, comment accompagner les enfants en fonction du profil de personnalité? Tiens, on va en parler ce matin. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on voulait aborder ce sujet. Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes psycho-hypnothérapeute, énergéticienne, leader en coach et développement. Et vous avez fondé l'ENAT. C'est une école de naturopathie qui est à Saint-Ouen. Absolument. C'est les vacances là en ce moment. Oui. C'est les vacances et puis on a profité de la pause qu'on a eue là avec le confinement, je sais pas comment on l'appelle, avec tout ça, voilà. Ouais. De repousser en fait la session qui devait commencer là au mois de Au mois de quand? Vous me faites rire Philippe. Non, je viens de découvrir, je viens de découvrir que vous êtes venu avec une tablette. Comment vous étiez? Comment vous êtes devenu C'est-à-dire Karima. Non mais là, elle est 3.0 là, Karima. C'est la nouvelle version. Non mais parce qu'en fait, j'en ai besoin. Donc on a repoussé notre session qui devait commencer là au mois d'avril. On l'a repoussée au mois de juin. Voilà, et une rentrée pour les naturopathes en septembre. Voilà, ça c'est par rapport à l'actualité de l'école. Voilà, c'est pour ceux qui veulent se former à la naturopathie. Voilà, absolument. Voilà, Leïla Tona est avec nous. Oui. Bonjour Leïla. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Psychopraticienne et animatrice d'ateliers de discipline positive. Oui. Chaque enfant a sa propre personnalité et son propre tempérament. D'ailleurs, il n'y a qu'à faire un test. Vous proposez une activité à plusieurs enfants différents et vous verrez que chacun aura sa propre version ou sa propre façon de se l'approprier. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, où on voit que les enfants sont différents, Karima? Alors déjà, il faut, en les observant bien sûr, c'est comme ça qu'on va voir qu'ils sont différents. Les enfants sont uniques. Ils sont déjà différents physiquement, mais aussi au niveau de leur personnalité. Même au sein d'une fratrie. Élevés par les mêmes parents, on le voit très facilement. Exactement. Nous, on est 2 sœurs, et on a chacune, chacune avec sa personnalité et aussi son tempérament. Et avant ça, en fait, on a envie de dire en fait aux parents qu'il faut déjà commencer par distinguer ce que c'est que le tempérament, le caractère et la personnalité. Parce qu'on a plusieurs, en fait, quand on parle de personnalité, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis? Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? En fait, on parle des tempéraments, qui est basé, alors là, je vais faire un peu de pub pour la naturopathie, sur les 4 tempéraments d'Hippocrate, et c'est quelque chose qui est inné, l'enfant vient avec. Il vient avec au monde. Alors, quels sont ces 4 différents tempéraments? On a le tempérament colérique. D'accord. C'est Galien en fait qui les a développés après avec ces noms-là, mais au départ c'était avec la bile jaune, la bile noire, les humeurs. Les humeurs, exactement. On appelait les humeurs. Voilà. Et donc on a le colérique, le sanguin, le flegmatique et le mélancolique. Et donc l'enfant en fait va prendre sa source. Sa personnalité va prendre sa source dans le tempérament. Donc tempérament inné, ça cette partie-là, elle est innée. Elle est innée. Elle ne se modifie pas. Voilà, elle se modifie pas. Elle peut juste s'ajuster, se travailler, se maîtriser. Mais un colérique reste un colérique. Il va pas devenir un mélancolique ou un timide. D'accord. Donc on a les tempéraments et puis après on a le caractère. Et on dit celui-là il a un caractère bien trempé, bien fort. Le caractère, lui, se construit avec l'environnement, en fait. D'accord, mais quand on parle de caractère, si on demande aux gens, ils ont assez peu de vocabulaire pour définir un caractère. Oui. Il dira, il a un caractère bien trempé, ou alors il a bon ou mauvais caractère. Voilà, exactement. Mais il y aura peu d'adjectifs pour qualifier ce caractère, par exemple. Parce qu'il va dépendre, en fait, de son humeur, c'est-à-dire le matin, comment il se réveille, comment il va être, et le caractère va surgir. Et dans l'interaction, c'est surtout dans la relation avec l'autre. Dans l'interaction, par exemple, on a affaire à un ado qui est plutôt colérique le matin, donc tempérament colérique, et avec un caractère, le matin, il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie d'être en relation. Donc il va surtout lui dire ne me parlez pas avant que j'ai pris mon petit déjeuner ou avant que j'ai passé 2 heures dans le silence et après je pourrai vous parler. Les Grinch. Par exemple, exactement. Donc ça c'est pour le caractère. Et ensuite vient la personnalité.
Et la personnalité, c'est selon l'éducation en fait des parents, toutes les compétences psychosociales que va développer l'enfant, mais qui va se greffer en fait sur le tempérament et le caractère. Et là, la personnalité, elle se travaille, elle se développe, elle s'améliore, voilà. Elle évolue, exactement. Donc déjà que les parents fassent le point là-dessus. Ça, c'est de l'acquis et on peut donc agir dessus. Oui. Exactement. D'ailleurs, certaines facettes de la personnalité des enfants peuvent échapper aux parents, d'ailleurs, complètement. Ah oui, mais ils peuvent justement être avec eux, avec les parents. Par exemple, avec une personnalité, là d'enfant on avait fait sur les introversions et les extraversions, d'accord. Et puis quand ils se retrouvent en classe, à l'école, avec d'autres camarades, plutôt, on va dire, avec une autre facette de sa personnalité. C'est pour ça que la personnalité, c'est plusieurs facettes. C'est pas juste une face et c'est tout. Et on dira, tiens, tu m'as montré un autre visage. C'est un hypocrite. Non, c'est seulement une facette de la personnalité qui s'exprime, n'est-ce pas, Leïla ? Tout à fait. Et c'est en cela que, justement, le parent doit connaître déjà sa propre personnalité pour mieux aussi connaître la personnalité de son enfant. Mais à quoi ça va servir à un parent de connaître précisément la personnalité de son enfant ? Ah, justement, c'est ça. Nous, c'est ce qui nous passionne. C'est connaître la personnalité de l'enfant pour pouvoir s'adapter par rapport donc à ses besoins, aux besoins de l'enfant. Tous les enfants, il y a les besoins classiques, d'accord, communs à tous les êtres humains et aux enfants et au stade du développement des enfants. Mais il y a certains enfants qui ont des particularités, plus des spécificités, et le parent doit être un observateur très curieux et un explorateur pour découvrir justement cette facette de la personnalité qui s'exprime, pour pouvoir y répondre, l'accompagner, l'améliorer, la guider en fait. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça on n'inscrit pas tout le monde au piano, même si on aime le piano. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on peut faire partie d'une même fratrie et être complètement différent de son frère ou de sa sœur. Même si on a été, encore une fois, élevé, a priori, même si on est sorti de la même façon. De la même façon, avec les mêmes valeurs, les mêmes principes. C'est ce que pensent les parents, d'ailleurs. Ils pensent que les parents, qu'ils ont élevé leurs enfants de la même façon. Alors qu'inconsciemment, peut-être que non. Oui, on ne les élève pas. Ils ne sont pas élevés de la même manière, éduqués de la même manière. On ne va pas mettre le point sur les mêmes choses. Et aussi, je voulais dire quelque chose par rapport... c'est un point commun avec quand on dit qu'on aime tous nos enfants. Les parents, vous savez, quand ils disent j'aime tous mes enfants, oui. De la même façon. De la même manière. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On n'aime pas nos enfants de la même manière. Ça, c'est pas vrai. Les parents, quand on leur dit ça aux ateliers, ils nous regardent, ils disent quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Oui, vous n'aimez pas vos enfants tous de la même manière. Vous aimez chacun pour quelque chose de particulier, de spécifique, qui correspond à la personnalité de cet enfant et qui vient résonner chez vous. Mais quand on dit à nos enfants, je vous aime tous pareil, d'ailleurs on le voit la réaction des enfants. Ils le prennent pas, ils l'acceptent pas. Exactement. Ils le prennent pas. Et au-delà de ça, il y a aussi la place dans la fratrie qui vient influencer aussi la personnalité. L'aîné qui a souvent cette place de responsable, de montrer l'exemple. Ensuite, il y a le deuxième qu'on appelle souvent aussi le mouton noir, le black sheep. Oui. Et le troisième avec le... Tu rigoles. Pourquoi le deuxième c'est le black sheep ? Ouais, parce qu'il y a un troisième derrière. Et c'est le petit chouchou, le troisième, non ? On l'appelle la mascotte. On l'appelle le chouchou et on l'appelle aussi le clown. Le clown de la mascotte. Voilà, on l'appelle aussi le clown. Et le quatrième, on l'appelle l'invisible. Eh ben oui, la place de héros, c'est l'aîné, elle est prise. La place du mouton noir, elle est prise. Le clown, tu deviens visible. Voilà. Et donc ça aussi, ça vient influer vraiment dans la personnalité. Et pourquoi on dit le mouton noir ? Parce qu'en fait, la première place est prise. Le deuxième, donc, et généralement, il y a un troisième derrière. C'est après, le siège éjectable. Il y a le sexe qui peut influencer quand même. Si c'est un garçon ou une fille, parce que il y a le premier, ça dépend si c'est. Si c'est un aîné, une fille. Par rapport, si c'est dans l'éducation des parents, peut-être, ça peut influencer. Oui. Non ? Peut-être avant, maintenant, est-ce que toujours, un petit peu encore, je suis un petit peu... On va dire que par rapport au mouton noir... oui, par rapport à la place qu'on occupe, si vous êtes le premier garçon, la première fille... oui. Ou si vous êtes le premier garçon alors qu'il y a eu 4 filles avant, enfin, vous voyez, ça peut quand même avoir une influence sur la... Je peux en témoigner, j'ai 3 filles, et quand le gars... oui, j'ai 3 filles, quand le garçon est arrivé... C'était ton héros. C'était pas l'invisible. Non. Bon, d'accord. On est d'accord. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. On va parler d'un outil, si vous voulez bien, ce matin, qui s'appelle l'énéagramme. Oui. Alors déjà, pourquoi ça s'appelle énéagramme ? Alors,
Énéa en grec, ça veut dire 9, et gramme, c'est le schéma. Ça veut dire donc schéma des 9 typologie de la personnalité. Et alors pourquoi on parle de schéma ? Alors on parle d'un schéma parce qu'ils sont ces 9 chiffres en fait, donc du 1 au 9, sont placés sur un cercle. Ce cercle représente, c'est la symbolique en fait de l'unité. C'est la symbolique du divin. L'énéagramme, c'est un outil qui est ancestral. On n'arrive pas à dater à part depuis quand en fait cet outil existe. Il y a de multiples sources d'ailleurs pour savoir qui l'a inventé et qui l'a popularisé. Exactement. Donc on parle beaucoup des soufis quand même. Oui, on parle beaucoup des soufis. D'ailleurs, on peut retrouver même dans le Coran des versets, dans Surat Tawbah, le Surat le Repentir, ou dans Surat le Mu'minin, les croyants, les typologies, les 9 typologies des personnalités. Telles qu'énoncées dans les énéagrammes. Exactement. Ouais. On le retrouve, ce schéma aussi de l'énéagramme avec ses typologies chez Pythagore, chez les pères du désert. Et bien sûr, alors, cet outil est arrivé, en fait, c'est pas un outil, c'est plutôt une approche et c'est une grille. Moi, ce que je déplore maintenant dans ceux qui approchent l'énéagramme, c'est d'en faire un outil d'enfermement par rapport à la grille. De connaissance de soi. Donc, outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil d'évolution, un outil de désidentification de notre ego, de notre personnalité, du persona, de ce qu'on a créé, pour pouvoir être valable, être reconnu, être vu, être aimé, être tout ce qu'on veut. Et donc là, on parle bien de personnalité. Exactement. D'accord. Mais d'ailleurs, alors, si ceux qui nous écoutent sont en train de googler en même temps qu'ils écoutent l'émission, ils vont tomber sur des tests énéagrammes. Oui. À quoi ils servent ces tests ? En fait, à découvrir donc notre personnalité, notre essence, parce que le but de cet énéagramme, donc 9 typologies placées sur un cercle, avec un triangle à l'intérieur. Et ce triangle à l'intérieur, alors nous on est formés plus à l'énéagramme sacré justement, et qui nous donne en fait le parcours de cette âme quand elle veut de cet ego aussi de se libérer des mécanismes de l'ego, de mécanismes de défense que l'ego a installé, donc la personnalité, et de renouer avec notre essence, avec notre âme. Et qu'est-ce qu'elle veut réaliser cette âme quand elle a son mandat d'incarnation et qu'elle arrive sur Terre? Qu'est-ce qu'elle veut réaliser? Elle est là pourquoi? Et qu'est-ce qui donne du sens? Donc du coup, ce triangle intérieur, c'est ce qui vient maintenir la cohésion en fait de ces 9 typologies. La cohésion, c'est quoi? Donc on a, avec les 3 lois de l'univers, en point 9, on a l'amour, en point 3, on a la loi, et en point 6, on a la force. On va faire simple. Mais on va faire simple. Il faut qu'on soit simple et qu'on explique bien aux gens de quoi il s'agit. Alors, pour les parents qui nous écoutent, déjà, on peut... à quel âge se fixe une personnalité? C'est-à-dire à quel âge on peut donc faire un test à son enfant pour que la personnalité soit suffisamment installée pour qu'on ait des réponses qui soient fiables? Alors déjà, tu ne fais pas faire un test à l'enfant, tu le fais pour l'enfant. C'est toi qui réponds à un questionnaire par rapport au comportement que tu observes de ton enfant, pour que tu puisses déjà, j'aime pas le dire, mais je le mets entre guillemets, le caser. C'est-à-dire déjà savoir vers quel élan il penche. C'est-à-dire, est-ce qu'il va faire plutôt du 1 ? Est-ce qu'il tend à être perfectionniste, plutôt performeur avec du 3, etc. On verra les différentes typologies. Donc ce sont les parents qui vont déjà évaluer sur la grille leurs enfants. Mais à partir de quel âge on a suffisamment d'informations et d'éléments et que la personnalité est suffisamment fixe pour qu'on puisse avoir des informations intéressantes? Donc déjà la personnalité, elle commence on commence à la voir après qu'il y a le processus donc de la phase d'opposition à l'âge de 2 ans, l'âge de 3 ans. On voit que l'enfant commence déjà à affirmer son individualité et sa personnalité qui commence à se former, mais elle n'est pas... on ne peut pas faire de test à l'âge de 3 ans, dire oui, c'est du 3, c'est du... des gens, c'est pas des numéros déjà, mais dire il a plutôt cette tendance-là. On va dire vers l'âge de 9 ans, et ensuite ne pas oublier qu'il y a la période de l'adolescence où il y a tout il y a une période un peu de confusion comme ça, où l'enfant, donc pré-ado, ado, est en train aussi de se découvrir et développer aussi sa personnalité. Mais on va dire
qu'à partir vers l'âge de 17 ans, 16, 17 ans, 18 ans, là, on peut dire qu'on est bien installé dans sa base, d'accord, au niveau de sa personnalité, et voir quels sont les chemins d'évolution possibles dans notre personnalité. Alors, on parle ce matin de la connaissance de la personnalité des enfants à travers un outil qui s'appelle l'énéagramme. On dit l'énéagramme ou les énéagrammes? L'énéagramme. On dit l'énéagramme. Et les aînés atypes. A-type, voilà. Les aînés atypes. C'était facile jusque-là. Voilà. Donc, il y a des types, c'est ça? C'est des types, voilà. Il y en a du 1 jusqu'à 9. Donc, on les détaille maintenant ou les... Oui, déjà, ça va donner une idée aux gens de ce que c'est qu'un type. Voilà, on leur a donné des noms, en fait. Donc, si on revient à l'origine donc, de l'énéagramme, c'est le parcours, en fait, autour du cercle, du 1 jusqu'au point 9. Ensuite, avec l'arrivée en Europe, et l'outil, en fait, a été découpé un petit peu en disant, avec des bases 1, 2, 3, 4, 5, on leur a donné des noms. Donc, le 1, on l'appelle le perfectionniste. Le 2, on l'appelle l'aide aux autres. Voilà, ou l'altruiste. Le 3, on l'appelle le battant ou le performeur. Le 4, on l'appelle le romantique. Le 5, le mentaliste ou l'expert. Le 6, le loyal. Voilà, ou le fidèle. Ou le fidèle, oui. Le 7, le sceptique, moi j'ai vu. Le sceptique aussi. Oui, le méfiant, le sceptique, ouais. Parce qu'on va voir justement dans sa personnalité ce qu'il développe. Le 7, l'optimiste ou l'utopique, l'épicurien, on lui donne ces 3 noms-là. Le 8, on l'appelle le chef ou le leader. Voilà. Et le 9, on l'appelle le médiateur. D'accord. Donc ça, c'est un type. Voilà, ça c'est... Oui. D'accord. La typologie. Alors, comme on travaille avec ces typologies, on les regarde sous leur travers, en fait. Parce que quand ils vont bien, quand ils sont épanouis, donc on n'arrive pas à les typer et à savoir comment est-ce qu'ils se comportent. C'est quand ils sont en situation de stress. C'est un outil qui permet de voir comment on se comporte quand on est au pire et quand on est au meilleur. Et quand on est au meilleur, exactement. Et avec, donc dans ce schéma de l'énéagramme, il y a aussi des flèches à l'intérieur. Le point 1 qui va au point 4, qui va au point 2, qui va au point 8, au point 7, au point 5, au point 7 et au point 1. En fait, ils se relient entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la base. Par exemple, le perfectionniste, le 1, il a sa base en 1. Et il a ses voies d'évolution qui vont descendre en fait qui vont aller plutôt vers le 7 dans le schéma. D'accord ? Et quand il va mal, il va prendre les travers d'un autre énéatype. Quand il va bien, il est bien installé dans sa base de perfectionniste. Donc il est 7. Non, il est 1. 1. Quand il va bien et qu'il a envie de se développer et de se déployer, il va aller chercher le 7. Les points positifs du 7. Et les intégrer dans sa personnalité. Quand il va mal... Là, tout le monde a suivi, là. Tout le monde suivi. Normalement, oui. On essaie d'être le plus simple possible. C'est pour comprendre. Donc, et quand il va mal, sous stress, il se replie sur lui-même et il descend chez le 4 et il va chercher tous les défauts du 4. En plus des siens. Hein. Est-ce que peut-être... Ce qui veut dire que chaque type a des qualités et des défauts, c'est ça que exact. Oui. Voilà. À la base, ils ont tous des qualités et des défauts. Il n'y a pas un type qui est meilleur que l'autre. D'accord ? Déjà à la base. Donc, juste pour rentrer un peu plus dans l'exemple qu'a donné Karima, le 1 qui est perfectionniste, qui a un peu cette structure un peu psychorigide dans sa personnalité, quand il se développe, il va chercher le 7, il va chercher quoi ? L'optimisme, l'épicurisme, la liberté, la légèreté, profiter du moment présent, le plaisir, s'autoriser au plaisir. Ça, c'est quand il va développer tout, c'est bien s'intégrer. Quand il va aller mal, il va aller descendre chez le 4, qui est lui le drama queen de l'énéagramme. C'est-à-dire que lui, c'est les émotions à fleur de peau. Le drama queen, oui. Oui, mes filles, elles appellent ça comme ça. Moi, j'ai pris ce nom. S'ils vous appellent comme ça, je suis pas sûr. Non, moi, ils m'appellent pas comme ça. Non. Il y a certaines de leurs copines, elles les appellent comme ça. Les drama queens. C'est ceux qui sont toujours en train de pleurer. Voilà, c'est le psychodrame, en fait. C'est le drame, le psychodrame à chaque fois. Et c'est la connexion profonde aux émotions. Les abysses émotionnels. Voilà, les abysses émotionnels. C'est l'enfant qui est atypique en général, hyper, voire ultra sensible, d'accord, et qui est dans un jeu relationnel, je t'aime moi non plus, et qui n'arrive pas en fait à mettre de mots sur ce qu'il peut ressentir. Donc là, on a parlé du 1, qui est le perfectionniste, et du 4, qui est lui
l'artiste un petit peu aussi de l'énéagramme, parce qu'il est vraiment à fleur de peau, très sensible. Très sensible, et il développe très très tôt une relation émotionnelle et avec les choses et avec le monde sensible aussi. Chaque énéatype donc a des comportements. Voilà. Donc c'est pour ça que vous parlez des émotions. Il y a un profil de chaque énéatype. Il y a un profil de chaque énéatype, et chaque énéatype, en fait, dans ce schéma de l'énéagramme, il est divisé en 3. Voilà. Ça veut dire en 3 centres. C'est quoi les 3 centres? On a dans chaque centre donc l'émotionnel, donc l'instinctif, le premier plutôt, l'instinctif, l'émotionnel et le mental. Dans chaque centre, on a 3 énéatypes et qui ont une problématique particulière avec une émotion. Les centres instinctifs, donc on a le 8, le 9 et le 1. Donc le perfectionniste, le 1, le 9, le médiateur, le 8, le chef, une problématique avec la colère. Avec la colère. Et ils sont plutôt dans l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une problématique c'est-à-dire, le 8, il ne sait pas gérer sa colère et il va la projeter. Voilà. Il va extérioriser cette colère vers les autres. Au lieu de la maîtriser, de la canaliser, c'est tout vers l'extérieur. Ça, c'est le 8. Le 9, par rapport à la colère, c'est vers les autres et envers lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, un flux de va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Et le 1, alors le 1, lui, c'est tout à l'intérieur. La colère, elle reste à l'intérieur. J'ai pas le droit de me mettre en colère, parce que si je me mets en colère, ça veut dire que je ne suis pas parfait. Et comme je vais être parfait, donc je n'ai pas le droit de me mettre en colère. Donc tout est refoulé. Donc ça, c'est la problématique des instinctifs. Voilà, la problématique des émotionnels. Donc le 2, le 3 et le 4. Le 2, l'altruiste, le 3, le battant, le 4... l'artiste ou le romantique. Ou le dépressif. Non, ça c'est quand il est désintégré. Ça c'est quand il est grand. Mais vous savez qu'avec l'énéagramme, on peut aussi voir les troubles psychopathologiques. Quand ils vont très très mal, dans quoi est-ce qu'ils basculent, dans quel trouble de la personnalité ils peuvent basculer. Mais bon, on ne va pas en parler. Voilà, donc on revient à l'émotion tristesse. Donc c'est le centre émotionnel. L'émotion de base, l'émotion dominante dans ce centre, c'est la tristesse. Le 2, avec cette tristesse qui fait un va-et-vient. Il fait un va-et-vient avec le intérieur et extérieur. Voilà. Le 3, lui, c'est plutôt à l'intérieur. Il ne va pas la montrer. Et le 4, il va la jeter sur les autres, ses émotions, ses états d'âme. De toute façon, tu ne le comprends pas. Ça, c'est la drama queen. Ça, c'est la drama queen. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment que les parents, ça va vous permettre aussi de voir en fait les sources de motivation pour les enfants. Si vous avez un enfant qui fait du 4 et qui est très dans l'émotionnel, si vous lui parlez en lui donnant des ordres, en n'étant pas à l'écoute de ses émotions, en n'étant pas en connexion émotionnelle avec lui, vous le perdez. Hein. Non, il faut se connecter sur les mêmes ondes, en fait. Il faut vraiment être émotionnel, donc se connecter à son cœur pour pouvoir capter l'attention de votre fils qui fait du 4. En fait, c'est les parents qu'il faut former. Mais oui, c'est pas les enfants, donc c'est les parents. C'est vraiment les parents. Mais vous avez fait quelque chose que tous ceux qui sont formés aux énéagrammes font, c'est un 4, lui. Voilà. Les gens aiment bien quand même. Mais Philippe, quand même, je précise qu'avec Karima, on ne dit pas il est un 4. Non, mais vous, non. Non, nous, on dit il fait. Il fait. Il fait. Oui. Parce que c'est un flux. Parce que si tu dis il est, tu l'identifies. On n'est pas son énéatype. Non, on n'est pas son énéatype. On est au-delà. Notre énéatype, c'est notre prison. C'est notre cage dans laquelle on s'est enfermé pour être valable, pour être aimé, pour être reconnu, pour être quand on est en quête de victoire, en quête de pouvoir. Et donc on va s'enfermer dans cette prison. Le but, c'est d'en sortir, de connaître la prison pour pouvoir en sortir. Donc te désidentifier pour aller justement dégainer d'autres cartes. Donc moi j'appelle ça aussi les cartes, les énéatypes, les cartes. Si tu fais du 2, tu te désidentifies de ta carte 2 pour aller chercher déjà ton point d'intégration, de désintégration. Avec le 2, ça va être le 4. Oui, je vais doucement. Alors point d'intégration, c'est quand je vais super bien. Voilà, je me suis améliorée, ma personnalité, j'ai travaillé sur moi. Ça, c'est le 2 qui va aller chercher les points positifs du 4. Par contre, quand je vais mal et que je fais du 2, je vais aller chez le 8. La colère, je vais exploser, je vais devenir hystérique. Enfin, voilà, Voilà. Et donc, on était sur le 2, 3 et 4 sur les émotionnels. Et les 5, 6 et 7, le centre mental. Et ici, les mentaux, d'accord, donc ces 3 typologies-là, leur particularité, c'est la peur. C'est l'émotion de la peur.
Donc, soit il veut, comme le 5, il veut contrôler la peur avec le savoir. Donc, lui, tout est à l'intérieur. Le 6, alors, un coup dedans, un coup dehors. Dans le sens où lui, quand il parle, d'ailleurs, vous allez reconnaître votre enfant. Moi, j'ai une fille qui fait beaucoup de 6. Et que, par exemple, je vous donne juste un exemple pour que les parents puissent comprendre. Elle écoute aujourd'hui, d'ailleurs, parce que comme elle aime beaucoup, vous parliez d'elle. Donc, Elle fait beaucoup de 6. Et quand, par exemple, on est invité à un mariage, et elle me dit, maman, il y aura beaucoup de monde. Je dis, écoute, c'est un mariage, probablement. Elle me dit, la salle, elle peut contenir combien de gens? Je dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Elle me dit, on ne sait jamais. S'il y a un mouvement de foule, il faut qu'on soit en sécurité. Pourquoi? Parce que la personnalité 6, c'est la sécurité qui est importante pour elle. Et quand elle parle, c'est le contrat d'assurance. C'est-à-dire qu'il faut que tu signes même les petites clauses en bas. Moi, je le vois. Et donc, quand on sait que son enfant a besoin d'être sécurisé, il est en quête de cette sécurité, en quête de reconnaissance aussi et d'approbation, mais qu'est-ce qu'il va on va adapter notre communication avec lui et c'est pas ça. Le laisser désemparé, ne pas remplir les blancs et qu'il vous regarde et justement accentuer sa peur. Je dois être un 6. Je viens de découvrir que je suis un 6. Non, vous n'êtes pas un numéro. Et d'où le fait, cette méfiance dont vous parliez tout à l'heure, Philippe. Vous disiez que le 6 était sceptique. Le sceptique, voilà. Il doute de tout. Oui. Et il va douter des personnes. Et lui, ce qu'il cherche dans les relations, c'est l'appartenance et la loyauté. Et on va le voir, les copains. C'est pour ça que beaucoup d'adolescents, dans la phase de l'adolescence, font beaucoup de 6. Et le 7, qui lui est l'optimiste. Donc lui, tout est à l'extérieur. Son énergie, donc ses idées, il projette, il réfléchit, c'est une carte mentale vivante. Et alors, il réfléchit, il est en train de prendre du plaisir là à l'instant T, et pendant qu'il prend ce plaisir-là, il est en train de penser, il se dit, mais je suis en train de rater certainement un autre plaisir. Oui. Il pense déjà à un autre plaisir. Donc le travail du 7, c'est de le ramener à l'instant présent. Il a toujours 10 idées d'avance. Il a 10 idées d'avance. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Beaucoup d'artistes font beaucoup de 7. Un visionnaire, et en plus, c'est un glouton. Il aime la vie. Il aime les sensations. Et il n'aime pas qu'on lui parle de choses qui vont le mettre dans... lui donner un mauvais mood, de mauvaises vibrations. Il veut toujours, oui, mais parle-moi de quelque chose de positif. Oui, mais ça, c'est pas grave, on le met de côté. Voilà. Non, parle-moi plutôt de... Et on le voit, et certains enfants sont comme ça, donc on voit cette sensibilité de la personnalité. Qui pose beaucoup de questions. Et ils font des liens. Et qui fatiguent les parents, d'ailleurs. Et qui fatiguent les parents, exactement. Ah oui, absolument. Donc les 3 centres, l'instinctif, c'est l'action et la colère. Les émotionnels, c'est le cœur et la tristesse. Et les mentaux, c'est la tête. D'accord, la réflexion, la projection. Ils produisent beaucoup de pensées, beaucoup d'idées. Beaucoup d'anticipation. Et c'est la peur. Alors, on n'est qu'un type ou on peut être 2 ou 3 types? Non, on est un type, d'accord. Et ensuite, on a nos ailes. Alors là, c'est les 2 chiffres qui sont à côté de notre base. Par exemple, si vous faites du 2... Donc vous êtes en 1 ou en 9? Voilà, vous avez les 2 ailes. Non, pas le 1, le 1 et le 3. Voilà, tu as ta base, par exemple. Si tu as ta base en 1... Voilà, la base en 1, les 2 chiffres à côté, c'est-à-dire encadrés par le 9 et par le 2. Et le 2. Donc là, c'est ce qui va apporter une stabilité à la personnalité. Donc notre énatype va s'enrichir de ces qualités de chaque chiffre qui sont à côté. Mais tu peux prendre aussi des défauts du chiffre à côté. Voilà. Tu choisis pas ce que tu prends en fait. Quand tu développes une aile, si tu fais du 1 et que tu développes du 2, tu vas développer peut-être un peu d'orgueil du 2, un peu de manipulation du 2, parce que le 2, il manipule un peu. On va donner leurs caractéristiques à chacun. Et en même temps, tu vas prendre les côtés positifs du 2, c'est-à-dire la générosité, l'altruisme, l'empathie. Les ailes sont forcément sur des types à côté. Oui, forcément. Elles ne sont pas sur un type éloigné. Non. C'est toujours sur... Les chiffres à côté. On a les chiffres à côté, donc la base, je reviens sur l'exemple du 1, je suis 1, j'ai mon aile en 9 et mon aile en 2 qui m'apporte une stabilité. Ensuite, j'ai mon point d'intégration, mon point de désintégration. L'intégration, quand je vais bien, je vais chercher d'autres qualités, donc il faut suivre les flèches. Et quand je vais pas bien, sous stress et avec des situations difficiles, je vais aller chercher les côtés négatifs d'un autre chiffre. D'accord ? Donc du coup, on est sur 5 chiffres. Et ensuite, quand on a bien travaillé tous ces ailes, les 2 chiffres à côté, les points d'intégration, points de désintégration, on va aller chercher son point aveugle. C'est-à-dire, quand on prend le cercle... Voilà autre chose, oui, on va aller chercher le point aveugle, c'est le point le plus éloigné de nous. Et qui demande... Vous voyez la richesse, en fait, de notre personnalité, comment on peut la travailler, et pas rester figé. Mais si on est le point le plus éloigné de nous, c'est 9.
Enfin, non, il est à enfin, côté. Non. Le Alors, 9, c'est une aile. Non, enfin, oui. quand elle dit éloigné, c'est par rapport Donc, à, c'est six. à l'énéagramme, par rapport au schéma. C'est le 6, exactement. Ouais. C'est celui qui est en face. Le 6 ou le 6-5. C'est 6. Voilà, exactement. Vous prenez le cercle et vous le pliez en deux sur une feuille. Vous pliez, vous regardez où est-ce qu'il atterrit le 1 quand vous pliez la feuille. Voilà, donc c'est des techniques nous qu'on utilise pour aider justement les gens. Donc c'est sûr que pour les enfants là, on va pas élaborer tout ça, les ailes, l'intégration, ils sont pas encore là-dedans. Non. On va juste voir cette sensibilité. Est-ce que c'est ça. plutôt un émotionnel, un mental, un instinctif? C'est ça. Ensuite, on va affiner notre travail sur la personnalité et trouver les voies d'émancipation et d'évolution. On est en train de parler des énéagrammes, mais c'est passionnant comme outil. C'est à la fois connu et pas connu d'ailleurs, hein, comme outil utilisé depuis voilà, des millénaires. Depuis au moins des centaines d'années. Oui. Et c'est un outil qui commence à se démocratiser. Vous faites des formations sur l'énéagramme? Oui, on fait les formations sur l'énéagramme. Là, on en a fait 2 là, déjà en webinaire. Et en fait, on a lié l'énéagramme sacré, donc on parle de l'essence, de la mission divine aussi, et de l'énéagramme avec l'ADP, la discipline positive, avec les outils de la discipline positive. Alors moi j'ai fait une version avec les attributs divins. Oui, nous aussi, c'est ça. Vous aussi, nous c'est aussi ça, avec les attributs divins. Voilà, avec les attributs divins. C'est-à-dire qu'en fait, on donne à la personne donc un personnage auquel il peut se approcher. Comment ça un personnage, par exemple, on le fait avec l'énéagramme des prophètes, par exemple, sur ses personnalités, parce que chacun avec sa mission spécifique, son mandat d'incarnation, ce qu'il avait à réaliser, ce qu'il a et aussi à réaliser pour nous aujourd'hui sur Terre. Donc on donne en fait les attributs divins pour que les personnes puissent, ça les aide en fait à renouer avec leur essence, parce qu'il y a certains attributs divins qui vont plus résonner que d'autres, avec lesquels on va plus vibrer. Par exemple le 2 qui est l'altruiste, qui est, on l'appelle aussi l'indispensable. Donc l'altruiste, c'est celui qui se donne aux autres. Voilà. Et donc, j'imagine qu'on va le retrouver dans les associations humanitaires. Dans le bénévolat, dans le don, la rénégation. C'est Mère Teresa, par exemple. Voilà. Et en termes de prophète, par exemple, c'est l'image et la représentation qu'on a, en tout cas à travers les textes sacrés, de Jésus, de Isa alayhi salam. Vous voyez ? Donc, et du coup, les attributs divins qui vont correspondre à cet énéatype, ça va être Al-Halim, le doux, Al-Wadoud, Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour, le miséricordieux, le clément. Donc, ça va être ces attributs-là. Par exemple, si on va vers le 5, qui est lui le mentaliste, l'expert, qui lui veut réaliser en fait cette omniscience. Dieu est omniscient. Donc, quand on va lui parler de Hu Allah, Dieu, et Al-Alim, le tout sachant, donc ça va résonner, ça va vibrer en lui. Et du coup, laisser rayonner son essence. Et du coup, se libérer de sa personnalité dans laquelle il s'est enfermé, dans laquelle il s'est figé. C'est l'ordinateur, le 5, un peu. Le 5, c'est l'ordinateur. Oui. On va trouver des experts. C'est le gars qui voit tout, qui repère tout, les signaux forts, les signaux faibles. Exactement, et qui n'est pas dans la relation avec les autres. De secours, là, c'est pour le 6. Ça, c'est pour le 6. Quand il rentre dans une pièce, il capte tout de suite les issues de secours. Est-ce qu'on est assez, les distances sont bien respectées, le gel, les masques. Là, il va vous faire l'inventaire de tout ça. Vous êtes mort dans l'œuf, là. Vous êtes sur un 6. Exactement. Et l'appartenance, le groupe. Il faut qu'on reste en groupe. C'est le 6, ouais. En groupe, la loyauté, c'est important. T'es avec nous ou il faut que tu sois avec nous. Si t'es pas avec nous, tu es exclu du groupe. Au contraire du 8, qui lui est tu es avec moi ou contre moi. Lui, c'est la justice. Al-Haq. Lui, c'est le juste. Mais le problème, c'est que lui, voit la justice avec ses yeux. C'est la dualité. Exactement. C'est ou bien ou mal. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de nuance. Et on le voit dans les personnalités des enfants, où, par exemple, dans la cour de récréation, on les repère comme ça, les 8. Les meneurs. Le meneur, le leader, le chef de bande, et c'est sa loi. C'est sa loi à lui, et puis il a ses serviteurs, il a sa cour tout autour. Tu as le droit d'être copain avec lui que si je le décide. Voilà. Les managers sont des 8 souvent alors La plupart, il y a des 8 ou des 3. Des 3, donc des performeurs, des battants, qui sont, les 3 sont en quête de réussite. On va le voir, l'enfant, quand c'est un 3, il va l'exprimer dans la réussite. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il réussisse et qu'il soit le premier. Il est sur le podium, c'est le champion en fait. Et lui, comme il fuit l'échec, il va pas tester, il va pas se lancer à faire quelque chose qu'il ne maîtrisera pas, parce qu'il fuit l'échec, l'enfant 3. Comment vous l'appliquez justement aux enfants? Alors, une fois qu'on a cet outil, comment vous l'utilisez justement pour faire avancer les enfants et pour les faire performer? Alors donc,
Nous avons décidé de combiner donc du coup l'approche Ennéagramme, donc la connaissance de soi, de la personnalité, avec la discipline positive, l'approche éducative. Donc c'est une formation qui est conçue pour les parents, d'accord. Donc au cours de cette formation, donc déjà le parent fait son propre type, voilà, il se connaît, il fait son propre test de l'énéatype pour se découvrir. Voilà, ensuite il fait le test de son enfant, comme on disait tout à l'heure en début d'émission. Donc c'est lui qui va évaluer son enfant. Voilà, c'est lui qui évalue son enfant. Et ensuite, nous apportons une grille de lecture. Cette grille de lecture, elle appartient à l'approche discipline positive. C'est une grille qui permet de décoder justement les comportements inappropriés des enfants. Et nous avons avec Karima, selon les énéatypes et selon la grille de lecture, nous avons combiné en fait. Voilà. Et travaille par rapport à chaque besoin. L'enfant, quand il... Oui, attendez, parce que qu'est-ce que vous appelez un comportement inapproprié et après on verra les besoins. Alors, un comportement inapproprié, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui une bêtise récurrente. Ça va être, par exemple, il sait quand il revient qu'il doit faire ses devoirs, et il connaît son rituel, mais qu'il ne fait pas. Donc, ça veut dire que cet enfant a un comportement qui n'est pas adapté, qui n'est pas approprié. J'ai beau lui répéter, tu sais très bien que quand on arrive de l'école, tu goûtes et tu fais tes devoirs. Donc, il y a un besoin sous-jacent. Le parent voit le comportement, mais il y a un besoin sous-jacent. D'accord ? Donc le comportement inapproprié qui n'est pas adapté au contexte. Mais c'est quoi, c'est un enfant qui est rebelle, c'est un enfant, non. C'est tout simplement peut-être un enfant qui a perdu confiance en lui et qui est découragé, qui ne sait pas comment faire et qui n'a pas la compétence autonomie. Ou ça peut être un enfant qui est en quête de pouvoir et qui dit à maman, c'est pas toi qui vas me dire ce que je vais faire. Et ça on verra avec la typologie de l'enfant. Il est en quête de pouvoir, de puissance, pour dire c'est moi le patron, c'est moi le chef, c'est moi qui décide quand je fais mes devoirs. Et ça, c'est un besoin aussi. Donc, on a répertorié dans la grille des besoins, la grille d'identification des besoins qu'on trouve dans la discipline positive. Et on a trouvé, en fait, donc là, on est en train... Des correspondances. Des correspondances, exactement, avec les énéatypes. Chaque personnalité, ce qu'elle recherche. Il y a la quête de pouvoir, il y a la quête d'attention. Par exemple, le 2, la personnalité 2, elle est en quête d'attention. Elle a besoin d'être vue. Je mérite l'amour de l'autre seulement si je suis au service de l'autre, si je l'aide, il faut que je me rende indispensable. Et c'est comme ça que je vais pouvoir avoir l'amour de l'autre. Donc nous, en discipline positive, on appelle ça la quête d'attention. Ce besoin-là. Et on lui dit, mais tu as de la valeur et tu as mon attention, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que je te voie. Tu n'as pas besoin de faire ton intéressant, finalement. Exactement. C'est ça. Exactement. Et par exemple, la quête de pouvoir, on va trouver le 8, donc le chef de l'énéagramme, le leader, le meneur, qui lui a une croyance profonde en lui qui j'existe que si j'ai raison, que si j'ai le pouvoir. Donc ça va être des rapports de force, des rapports frontaux avec l'adulte. Mais ce qui veut dire que les parents, donc une fois qu'ils ont ces outils, ou cette grille de lecture, ils peuvent nourrir leur enfant en fonction de ce qu'il attend. Exactement, tout à fait. Absolument, et pas faire l'inverse alors. Pas faire l'inverse, le brusquer, le blesser, et pas changer son comportement. Et ni son essence surtout, c'est ça, c'est reconnecter l'enfant à son essence. Et cette grille de lecture, elle est lisible. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à décoder justement ce comportement ? C'est le ressenti du parent. Donc d'où l'importance que le parent... Mais les parents parfois aiment bien que les enfants fassent comme ils veulent. Enfin, comme ils veulent eux, parents. Comme ils ont décidé. Oui. Mais justement, c'est notre ressenti en tant que parent. Je veux que mon enfant fasse comme moi je veux. Donc, il y a un effet miroir. Si moi, je veux que mon enfant fasse comme moi je veux, probablement que mon enfant veut lui faire comme lui, il veut. Et c'est pour ça que je me sens menacée dans mon rôle de parent, parce que l'enfant veut prendre le pouvoir sur moi, du coup. Parce que ça veut dire que l'enfant est dans une quête de pouvoir. C'est ça. C'est passionnant. On aura l'occasion de... C'est l'objet de notre livre. On est en train de travailler dessus. C'est inédit. Bon, alors, les parents qui voudraient suivre un cursus et une formation Ennéagramme, comment ils font ? Ils nous contactent. Donnez votre 06. Sur Instagram, nous avons nos comptes Instagram. Alors, c'est quoi les comptes Instagram ? Alors, Karima Chadibaou, en passant par Karima. Sinon, moi, c'est tona.l. Donc, pour... Tona, c'est avec Théo de ZNA. Voilà, .l. Voilà, pour... Et puis, ils nous disent, il y a une nouvelle session, normalement, qui... Ça dure combien de temps ? C'est sur 7 heures de formation.
On le fait donc en webinaire, donc à chaque fois 2 heures, 2 heures et 3 heures. Enfin, 2 heures. Sur 3 modules. Sur 3 modules. C'est 3 heures, 3 Oui, heures. nous, on est des bavards. On est des bavards. Ah bon à chaque Oui. fois. Oui. Et donc, c'est compliqué voilà. Bon, alors pour ceux qui veulent réécouter l'émission, c'est en podcast sur beurrefm.net. Vous reverrez d'ailleurs la vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, on vous donnera plus d'informations sur les énéagrammes. Si ça vous passionne, si ça vous intéresse, vous pourrez d'ailleurs poser vos questions en commentaire. Merci à toutes les deux d'avoir été là. Merci à vous, Philippe. Et passez une très belle journée Merci. santé sur Beurre FM.